Voilà, alors moi je suis médecin, urgentiste, et j'ai rencontré Eric totalement par hasard. Mon souci c'était de me dire qu'est-ce qu'on peut faire avec les déserts médicaux, parce que je peux vous dire, moi je suis médecin SOS médecin, et nous manquons de médecins, et dans le 18e est un désert médical en nuit profonde. De l'autre côté du périph', pareil. Il y a 481 communes en France qui n'ont pas de médecins, alors qu'ils ont un pharmacien. Le jour où il n'y a plus de médecins, eh ben on aura transformé un désert médical en un désert sanitaire. Donc ça veut dire qu'il y a urgence. Et le nombre de déserts médicaux augmente. Alors comme vous voyez ici, un désert, qu'est-ce que c'est ? Vous avez trois types de déserts. Vous avez les déserts temporels, c'est-à-dire la permanence des soins, hein, c'est-à-dire la nuit profonde, là, le week-end, le dimanche, etc. Vous avez des déserts sectoriels, c'est-à-dire des endroits où il n'y a plus d'ophtalmo, plus de pédiatres, etc. Puis vous avez tous les déserts qui sont des déserts géographiques, où effectivement il n'y a pas de médecin. Et puis dans les déserts, vous avez des gradations. Vous avez les pré-déserts, c'est-à-dire des endroits où il y a encore quelque chose, mais où bientôt il n'y aura plus rien. Et puis vous avez les déserts avérés. Alors nous nous intéressons aux déserts avérés, et peut-être en débordement à certains pré-déserts médicaux. Alors quelle est l'idée, Eric vous l'a résumé un petit peu, c'est de mettre en place dans des zones de désertification médicale une plateforme médicalisée qui est tenue avec des standardistes et un médecin télécoordinateur. Qu'est-ce que c'est qu'un médecin télécoordinateur ? C'est un médecin qui va faire de la régulation et qui va dispatcher l'appel qu'il a reçu pour l'envoyer aux bonnes ressources. Et on va vous montrer ce que sont ces ressources. Deuxièmement, c'est évaluer la gravité de la demande. Vous avez des demandes qui sont ce qu'on appelle les urgences réelles, et puis vous avez les urgences ressenties. La maman qui voit son fils, son petit garçon qui a 42 fièvres, pour elle c'est une urgence, alors qu'on sait que dans 90% des cas ce n'est rien du tout. Ensuite, il faut récupérer les données de santé auprès des patients chroniques. On vous a parlé de la personne qui est diabétique. Eh bien, ça, c'est un problème pour lequel il faut récupérer de la donnée. Il faut apporter une réponse immédiate et H24. 365 jours, H24. Que fait cette plateforme ? Grâce à l'intelligence artificielle et grâce à tous les outils dont on va vous parler, cette plateforme permet soit de rerouter l'appel au 15 en cas d'urgence grave, soit de déclencher une téléconsultation, et nous avons l'Avenant6, qui nous a été donné par notre ami Revel, soit d'envoyer des professionnels de santé non médecins qui sont pourvus d'une intelligence artificielle. Ça, c'est mon travail, puisque cette intelligence artificielle, c'est moi qui l'ai créée depuis... j'ai commencé il y a 35 ans, vous voyez, donc ça fait un bail. Elle fonctionne bien, on l'utilise à la Riboisière, et on commence à l'utiliser dans d'autres hôpitaux aux mains des IAO pour faire de la régulation. Soit de régler des problèmes de décompensation en s'appuyant sur les aidants sur place. Alors, comment ça se passe en pratique, à condition que cette machine marche ? Non, c'est pas ça. Non, ça n'a pas l'air d'être ça. Au secours. Ah voilà, c'est ça. Excusez-moi. Alors, la collecte des données, soit on est en soins programmés, soit on est en soins non programmés. Okay ? Le patient, qu'est-ce qu'il fait ? Il appelle au secours. Il appelle au secours avec ses mots à lui. Et vous savez que les gens utilisent un bestiaire de mots absolument extraordinaire. Soit il le rentre sur un ordinateur ou un smartphone, s'il est capable de le faire, et maintenant de plus en plus de gens sont capables de le faire, ou bien par téléphone, que tout le monde, maintenant, 100% de la population, sait utiliser un téléphone. Qu'est-ce qu'on récupère comme données ? On récupère des données de vie réelle, c'est-à-dire j'ai mal au ventre, j'ai vomi, j'ai mal à ceci, voilà. Ou alors des données qui sont implantées chez des personnes qui sont hypertendues, diabétiques, etc., et qui ont des objets connectés et grâce auxquels ils peuvent envoyer des données. Toutes ces données sont acquises et vont tomber sur le standard. Ce standard, vous voyez, c'est un standard tout à fait classique, une standardiste. C'est escaladé vers une infirmière éventuellement, et puis avec le médecin télécoordinateur, et tout ça dans un lieu qui peut être un lieu avec de l'interopérabilité, c'est-à-dire qu'on peut être à des endroits différents. Vous voyez, au milieu, il y a Medvir. Medvir, c'est cette intelligence artificielle qui va permettre d'interroger le patient. Alors, le patient arrive avec ses symptômes, ses maladies et ses demandes, et puis notre rôle, c'est de faire à la fois de la coordination médico-sociale, de pouvoir faire une liaison partagée entre les professionnels de santé, de prendre une décision médicale, et puis également d'informer le patient, parce que vous avez des tas de patients qui appellent pour savoir quel est leur problème. L'intelligence artificielle, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, c'est capable d'envisager des diagnostics, des hypothèses diagnostiques avec des probabilités, d'envisager la gravité et de fabriquer un reporting. Et le reporting, c'est très important parce que grâce à ça, le médecin, il va avoir un recueil normé de ce qu'on appelle la plainte. Donc il va avoir une anamnèse.
Cet interrogatoire normé, il est traçable, il est partageable, il intègre toutes les données du langage courant et il permet de faire de l'épidémiologie en temps réel. Pourquoi ? Parce que c'est justement de la base de données et que c'est normé. Ce qui n'est pas possible actuellement avec un langage qui est un langage fleuri dans lequel on n'arrive pas à savoir ce qu'est la chèvre et le chou. Alors, juste que vous compreniez un petit peu en 2 mots, l'intelligence là encore entre guillemets, c'est on prend les symptômes qui sont exprimés avec les mots du patient. Il comprend mal au bide, péter la cheville, gerber, il comprend 10 000 mots et expressions qui permettent donc de recueillir la plainte du patient et ensuite le système va l'interroger par des séries de questions qui permettent en 3 à 5 minutes de recueillir toute la plainte du patient. Grâce à ça, on obtient des hypothèses diagnostiques, on peut connaître la gravité et puis on a un reporting et ce reporting, il va être donné au médecin télécoordinateur. Et ce médecin télécoordinateur, en voyant le reporting, il le voit, il ne prend pas 30 secondes, il dit « bon d'accord, douleur thoracique, ok, c'est réalisé dans le bras gauche, il la présente comme ça, ok, le 15. » Ou alors, je ne sais pas, je vais envoyer une infirmière. Ou alors, je ne sais pas, je vais demander une téléconsultation. Alors, il me manque une diapo, c'est dommage, mais je vais donc juste vous donner cet élément, c'est que le nombre de décisions, finalement, est très faible. Soit vous avez l'envoi du 15, soit vous avez l'envoi à un médecin qui fait de la téléconsultation, donc il peut être, nous avons réuni tous les acteurs de téléconsultation autour de nous, ou alors, carrément, vous envoyez une infirmière avec une mallette de télémédecine qui comprend l'intelligence artificielle et qui comprend des objets connectés. Et grâce à ça, eh bien, dans le cas de la loi HPST, l'infirmière va pouvoir faire non pas un diagnostic, mais faire un reporting qui va être envoyé au médecin télécoordinateur qui, lui, prendra sa décision. Donc, vous voyez, on ne remplace pas le médecin, on met simplement de l'intelligence là où il n'y a plus de médecin. Donc, on essaye de résoudre partiellement les déserts médicaux. Et maintenant, Jeannot va vous montrer un petit peu dans le détail les différents outils qui rentrent en ligne de compte. Voilà, c'est celui-là. C'est celui-là.